Aujourd'hui, je vous propose le décryptage du discours de François Bayrou qui a été prononcé le 25 août 2025. Alors, dans ce podcast, je ne parlerai pas de politique de fond, bien sûr, car au-delà des mesures elles-mêmes, ce qui m'intéresse de partager avec vous, c'est ce que le discours révèle sur la manière dont les mots sont utilisés pour préparer l'opinion à accepter une politique controversée. C'est cela qui me paraît pertinent d'observer à la loupe. Bonjour, je m'appelle Corinne Blanc-Faugère, je suis révélatrice de charisme et de valeur, je suis l'anti-sieste de votre impact. Et avec moi, vos mots frappent juste. Alors regardons de plus près ce discours. C'était hier, le 25 août 2025, notre Premier ministre François Bayrou a présenté son plan budgétaire pour 2026 et annonçant, à cette occasion, un effort d'économie de 44 milliards d'euros et la suppression de 2 jours fériés. Au-delà des mesures elles-mêmes, que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que le discours révèle beaucoup sur la manière dont les mots sont utilisés pour préparer l'opinion publique à accepter une politique controversée. Et en tant qu'experte en communication éthique et en art de convaincre, j'ai analysé ces éléments de langage qui me paraissent problématiques dans la conjoncture actuelle, surtout en perspective de lorsque l'on veut communiquer avec éthique et de façon constructive. Tout d'abord, j'attirerai votre attention sur la rhétorique de la peur qui a été utilisée dans ce discours. Dès l'ouverture, le Premier ministre utilise une image frappante. Alors même si cette image frappante fait partie des techniques rhétoriques officielles des modèles d'introduction du discours qui existent depuis la nuit des temps, et je les partage sur mon blog, vous pourrez aller voir sur ce site même, eh bien, là, je la trouve pas très appropriée. Ça commence par « le ciel va nous tomber sur la tête ». Cette formulation est typique de ce que l'on peut appeler le discours anxiogène. Il vise à provoquer une émotion intense, en l'occurrence la peur, pour orienter l'adhésion du public. C'est pour ça qu'on parle de stratégie rhétorique. Voire de stratégie manipulatoire, bien entendu. Or, lorsqu'on communique, et a fortiori en politique d'un pays, au-delà des ficelles rhétoriques, il est essentiel de tenir compte du contexte économique et psychologique des citoyens. Dans une communication éthique, convaincre repose sur l'éclairage du débat et non sur l'instrumentalisation de l'émotion. En l'occurrence, l'instrumentalisation de la peur qui est très, voire trop utilisée dans les allocutions politiques. C'est une stratégie qui fonctionne dans certaines situations, avec certains citoyens. Mais le contexte actuel n'y est pas favorable. Et la tension gronde depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pour cela que la stratégie de notre Premier ministre ne me paraît pas pertinente. Car la peur peut certes mobiliser à court terme, mais elle sape la confiance et la crédibilité du locuteur sur le long terme. Et en l'occurrence, elle génère plutôt de la colère, car il touche là, avec ce discours, aux valeurs fondamentales des Français, qui sont les acquis sociaux. Ensuite, je vous parlerai de ce que l'on appelle en rhétorique le faux dilemme. En rhétorique manipulatoire, toujours pareil, parce qu'on peut ne pas l'utiliser, et être pour autant utiliser une forme de rhétorique et être en totale éthique. Toutefois, là, c'est pas le cas. Donc, deuxièmement, je vous parlerai du faux dilemme. Le discours structure le débat de façon binaire. Il faut choisir entre austérité ou chaos. Ce type de formulation est une figure classique de manipulation rhétorique, appelée faux dilemme. Elle élimine toutes les autres alternatives possibles, comme par exemple la hausse des recettes fiscales pour les grandes entreprises, ou la lutte contre l'évasion fiscale, ou encore, par exemple, toujours, investissement public stratégique. Mais ça, on n'en parle pas. Parce que ce faux dilemme, cette stratégie rhétorique du faux dilemme, engendre 2 solutions. En l'occurrence, il faut choisir entre austérité ou chaos. Donc forcément, si on ne s'en rend pas compte et qu'on écoute, qu'on boit les paroles de Monsieur le Premier ministre, on va dire, oui, effectivement, on va éviter le chaos, donc on va choisir l'austérité.
Mais c'est pas fini. Il y a un troisième aspect que je voudrais partager avec vous, que j'ai appelé l'empilement des clichés et des poncifs. Je me développe. Le discours répète des termes surendettement, déficit, rigueur nécessaire à plusieurs reprises. Ce procédé donne une illusion de sérieux et d'expertise lorsque l'on entend le discours, alors qu'en réalité, il prive ce discours de contenu concret et de perspectives constructives. Ici, l'orateur parle beaucoup du danger, mais peu de mesures capables de protéger les citoyens ou de relancer l'économie. Et c'est cette stratégie bien maladroite que ressent la population. Et c'est ce qui la met en colère aussi. Parce que, par ailleurs, François Bayrou s'est déjà décrédibilisé assez tôt dans son mandat et dans sa posture de Premier ministre. Ce mécanisme rhétorique d'empilement, très utilisé en politique aussi, encore une fois, s'appuie sur la saturation de l'attention. Plus on répète un message alarmiste, plus l'auditoire accepte l'idée comme inéluctable, même si les faits sont discutables. Car notre cerveau se met alors en mode alerte. C'est pour ça que je me permets de parler de manipulation. Et en l'occurrence, c'est exactement le style de manipulation mentale. Mais ce n'est pas terminé, chers amis. Il y a un quatrième processus que je vais appeler l'instrumentalisation de la dette. Ce discours met en avant un problème qu'il contribue lui-même à aggraver, la dette. Cette tactique est un exemple d'instrumentalisation du problème pour justifier un choix politique, ce qui mine la crédibilité du message. Dans l'art de convaincre, l'éthique commande de ne pas utiliser la peur pour masquer les responsabilités ou éviter des débats complexes. J'ai une question à vous poser, chers amis. Mais que font les conseillers en communication de François Bayrou? Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que l'on puisse écrire, et a fortiori prononcer, un discours si maladroit dans le contexte actuel. Alors bien sûr, il contient des vérités réelles sur l'état économique du pays, mais la forme, les procédés rhétoriques sont malhabiles. Et même en plein mois d'août, où beaucoup de Français sont en vacances, cette allocution ne peut pas être entendue. Ça ne peut pas être entendu de façon sereine. Et cela aura pour effet le contraire de l'intention de M. François Bayrou, c'est-à-dire, au lieu d'apaiser et d'informer les Français, ça va les mettre d'autant plus en colère. Cinquième point. Quelles sont les conséquences sociales et politiques de ce genre de discours, justement? Mais les effets de ce discours construit sur la peur et sur le faux dilemme sont concrets. Premièrement, les citoyens peuvent accepter des sacrifices sans avoir toutes les informations. Les classes moyennes et populaires sont souvent les premières touchées. La confiance dans les institutions et la parole publique s'érode, ce qui fragilise le lien démocratique et la crédibilité de l'homme politique, au-delà de l'orateur. Donc, c'est pour ça que je vous disais à plusieurs reprises que dans le contexte actuel, c'est extrêmement maladroit. Je ne comprends pas comment c'est encore possible, en août 2025, de commettre des erreurs aussi grossières. Le trait est gros, large, le trait est forcé. Comment est-ce possible? Comment vous voulez qu'avec ce genre de discours, on redore le blason de la politique? Et a fortiori l'éloquence? Non, au contraire, avec ce genre de discours, encore une fois, on alimente des croyances, voire des clichés, mais qui ont bien une source, on est d'accord, que l'éloquence, c'est avant tout la manipulation, que la rhétorique, c'est avant tout de la mauvaise intention, à des fins malhabiles. Je suis navrée, mais vraiment, je suis convaincue qu'on peut utiliser l'éloquence et la rhétorique, et a fortiori l'art de convaincre de façon éthique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'écrire un livre sur le sujet et qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Maîtriser l'art de convaincre sans manipuler, où j'aborde différents sujets, différents contextes dans lesquels on peut convaincre avec éthique, notamment celui de la politique, mais bien sûr je me garde bien de donner des conseils à nos politiciens, parce qu'ils risqueraient de les utiliser et ils fonctionneraient. Plutôt je donne des astuces et surtout des techniques concrètes aux lecteurs pour qu'ils développent leur esprit critique. Parce que pour moi, c'est ça. La clé de toutes les solutions aujourd'hui, c'est de développer son esprit critique. Et il y en aura pour tout le monde, tous les goûts. Il y a différentes plateformes qui donnent des conseils et des techniques pour développer notre esprit critique aujourd'hui. Et nombreux
sont les youtubeurs, les influenceurs et les créateurs de contenu comme moi qui décident d'avancer avec des conseils éthiques. Et heureusement. Parce que c'est encore possible. Heureusement, oui. Et donc, mes conseils aujourd'hui, dans ce podcast, et d'ailleurs, vous trouverez tout ce contenu écrit aussi sur un de mes articles de mon blog, qui s'appelle comme le nom du podcast, Décryptage du discours de François Bayrou. 6e point, je voudrais vous partager avec vous comment on peut faire justement pour avoir une parole politique éthique. Mais à l'inverse de la démonstration que nous a fait hier soir dans ce discours notre Premier ministre, François Bayrou, pour informer et rassurer la population, une communication politique responsable devrait. Premier point, expliquer clairement les enjeux et les alternatives. Parce que plus on nous parle clairement et on s'adresse à nous en tant qu'adultes et en tant que citoyens et lecteurs, plus nous aurons la capacité justement à développer notre esprit critique et à décider par nous-mêmes. Et à ce moment-là, ça va nous éclairer sur les enjeux et les alternatives, en même temps que ça nous informe. C'est ça qui est intéressant. Mais bien sûr, quand une population est informée et intelligente et instruite, justement, elle développe son esprit critique. Et elle a du répondant. Et elle se laisse moins bien faire. Et ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, ce qui serait intéressant, c'est de proposer des solutions concrètes et argumentées, sans stratégie manipulatoire. Je rappelle que là, je donne des pistes de quand on veut communiquer en politique de façon responsable. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est d'assumer les choix politiques et leurs conséquences. Parce qu'évidemment, selon ce que traverse le pays, on est bien d'accord, il y a des mesures à prendre, mais manipulées par la rhétorique et des formules de style et des formules de rhétorique, ça, c'est pas la solution. Ensuite, dernier point, pour une parole politique éthique et responsable, je pense qu'il est intéressant d'éviter la dramatisation et ou la simplification abusive. Parce que c'est ça qui met la population en colère. Parce que même si tout le monde n'a pas les moyens de décrypter le contenu du discours et de l'allocution de notre Premier ministre, nous sommes tous des êtres pensants et ressentants. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui met en colère. Et le problème, c'est que notre cerveau humain est fichu de cette manière-là. Quand on est contrarié, agacé, parce qu'on est en désaccord avec quelque chose ou avec quelque chose qu'on a entendu ou avec quelqu'un, et qu'on n'a pas les mots, eh bien, on devient violent. Thomas Gordon, déjà dans les années 60, l'avait démontré. Et j'en parle aussi dans mon livre, si ça vous intéresse. Donc, si d'ailleurs vous souhaitez que je fasse des podcasts ou des articles sur ce sujet, dites-le moi. Sur la page d'accueil de mes épisodes de podcast, sur mon site, vous avez une fenêtre sur laquelle vous pouvez communiquer avec moi et je me fais un plaisir de vous lire régulièrement. Donc surtout, faites-vous plaisir, échangeons allègrement. Si vous avez des sujets qui vous titillent sur l'éloquence, la rhétorique, le leadership, ou encore le marketing de soi, le management, tout ce genre de sujets-là, je me ferai un plaisir de partager avec vous mes modestes convictions, connaissances et mes compétences sur le sujet. Donc, je dirais pour conclure que convaincre sans manipuler, c'est éclairer le débat. Ce n'est pas enfermer l'auditoire dans la peur ou dans une émotion limitante. C'est donner les clés pour comprendre et décider, et non pas imposer un choix par l'émotion. Qu'en pensez-vous ? Et pour conclure, j'irai un peu plus loin en disant que le discours budgétaire de François Bayrou illustre comment les mots peuvent être utilisés pour préparer l'acceptation des mesures difficiles plutôt que favoriser un débat démocratique et éclairé. Pour les citoyens comme pour les leaders, la question reste comment réconcilier efficacité du discours et éthique de la parole ? Parce qu'on en est bien là. Dans une société où la défiance envers les institutions est croissante, la parole politique doit redevenir un outil de clarté, d'éducation et de confiance, sans compter de démocratie, bien entendu, et non un instrument de peur. Donc si vous souhaitez que nous fassions de plus en plus connaissance, nous pouvons nous retrouver sur mes réseaux sociaux, ou aussi à travers mes livres, ou si cet article, ce podcast, vous interpellez par la pertinence de son contenu et que vous avez apprécié mon analyse rhétorique et humaine, je vous propose que l'on se rencontre autour d'un échange par téléphone ou en vidéo pendant un coaching découvert de 30 minutes que je vous offre pour discuter ensemble de vos besoins et votre façon de voir les choses. Vous trouverez le lien ici même sur la page qui s'appelle Coaching Découverte, un petit onglet, vous cliquez dessus et vous prenez rendez-vous, le créneau idéal pour vous. Et je me ferai un plaisir d'honorer ce rendez-vous.
Alors, je vous dis à très bientôt pour des aventures toujours plus humaines et en podcast pour être avec vous de façon toujours plus directe. Et à très bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.